La complainte d'Adam. Certaines gens, quoi qu'on leur donne, veulent encore la lune, le pain, le sel, l'aile et la cuisse. Ils ont encore faim. Le lit nuptial et le berceau. Ils n'ont encore rien dans les bras. Donnez-leur de la terre, leur propre sol sous leurs pieds, ils reprennent encore les routes. Et de l'eau. Creusez-leur le puits le plus profond, il ne l'est pas assez pour y boire la lune. Derrière le store. Il arrive quantité de choses quand nous ne sommes pas là. Beaucoup d'arbres, pas seulement celui-là, mémorable, de loin en loin, tombent dans la forêt. Nous ne voyons pas, mais quelque chose voit ou quelqu'un, une autre sorte de quelqu'un, un modèle moléculaire différent, ou des entités sans molécules du tout, ou rien, personne. Mais quelque chose s'est passé, déplacé, a été présent, absent, est reparti. Quantité de choses circulent par les fenêtres ouvertes quand notre attention est ailleurs, tout comme nos âmes qui quelquefois quittent nos corps et y reviennent. Tout le monde l'a toujours su. Mais depuis une centaine d'années ou plus, nous avons perdu la mémoire, muants, déchéants, tels des animaux ou des plantes, mal en point. Les choses arrivent de toute façon, que nous prenons garde ou que la télécommande abaisse la porte du garage, sur nos observations, coupe court, coupe tout. Nous sommes des animaux et des plantes, mal en point. Nous ne sommes pas bien, mais quand nous détournons les yeux de l'autre côté de cette guillotine, ou vers cette fente de store dédaigneusement laissée ouverte sous le store, un bras puissant et lumineux s'introduit, ou d'un recoin imprévu de la pièce à côté de nous, où il attendait calmement, s'élance dehors, et bien qu'il n'ait peut-être rien à voir avec nous, que nous ne puissions pénétrer ses desseins, notre condition n'en change pas moins. Les cellules bougent. Un bruissement à peine audible, comme un froissement de tarlatane, traverse les livres clos. Une ou deux feuilles tombent, et quand nous les lisons, nous pouvons percevoir, si nous sommes sincères, que nous ne rêvions pas. Ne rêvions pas, mais, une fois de plus, étions témoins. Prière oblique. Ce n'est pas profonde la nuit noire de l'âme, ni le désert austère brûlant le cœur à midi, qui saisissent l'esprit le soir entre des dents de glace. Mais gris, un lieu sans contour défini, l'air épais et lourd, la terre molle qui entrave. Mes pieds, si je marche, les aspirent, et si je m'arrête. Êtes-vous venu ici? Fait-il partie de la destinée humaine d'aborder une terre sans homme? Je peux me souvenir. Est-ce de vous interroger qui fait me souvenir? Même ici, de la lumière sacrée qui caressait le monde avant que je ne trébuche, dans ce lieu de simple non-obscurité. Alors, c'est tiré de Poésie 88 et c'était 3 poèmes de Denise Levertov. Denise Levertov qui est née en 1923. Elle a été infirmière. Elle s'est exilée, elle est née en Grande-Bretagne, elle s'est exilée aux États-Unis en 1948. Dans les années 50, elle fréquente les poètes du Black Mountain College en Caroline du Nord. Dans les années 60 et 70, elle s'implique à fond dans la contestation aux États-Unis. Elle est traductrice également et elle a traduit, entre autres,
Jean Joubert et Eugène Guivic. Nous sommes à Montréal le 8 mai 2021. L'atelier librairie est animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Je salue Phonographie qui nous a rendu visite aujourd'hui. Avons discuté de toutes sortes de choses. Je retiens une chose, une seule, John Coltrane. John Coltrane. J'en retiens une deuxième. Il faut aller jusqu'au bout de ses passions, aller jusqu'au bout de ce qui nous pulse, de ce qui nous fait exister autrement, nous fait exister amplement. La poésie, le jazz, ces artistes noirs radicalement persécutés, qui n'ont pas cédé d'un pouce. Miles Davis, immense génie également, comme Coltrane, comme Charlie Parker, les grands jazzmen. Alors, cette vidéo va être courte. Je prends Phonographie à témoin. Il a vu que j'étais assez occupé. Et après son départ, eh bien, je l'ai été encore davantage. Alors, ce sont des journées fort occupées à la librairie. Fort occupées. Je disais à Fabienne tout à l'heure que je lui citais un passage d'un musicien qui disait que la méditation était le gros de son travail, que de méditer, c'était presque plus important que de pratiquer. Elle s'est un peu insurgée contre ça. Elle m'a dit que c'était une logique de flemmard, une logique de paresseux. Mais c'est important de ne pas bouger. C'est important même de ne pas trop réfléchir. C'est important de juste regarder, là, comme le dit Denise Levertov. Faire semblant qu'on n'est pas là. Imaginez cet exercice. Vous êtes devant votre écran, vous m'écoutez. Enfin, peut-être vous vous endormez, à l'instar de Pierre, qui peut-être est en train de voir ses paupières, sentir ses paupières s'alourdir, sentir le poids des ombres commencer à s'apesantir sur lui. Et alors d'imaginer que la pièce à côté où vous n'y êtes pas, d'une certaine manière, vous y êtes. Et imaginez les meubles, imaginez les objets familiers qui vous entourent. Et d'imaginer par l'esprit que vous entrez dans cette pièce. Que tout à coup, l'air y est modifié. Il y a une sorte de tremblement dans l'air de cette présence, non pas réelle, mais imaginez, votre présence, vôtre, imaginez. Et que dans cette pièce où vous y êtes par l'esprit, par l'imagination, il y a précisément une fenêtre qui est un peu ouverte et où vous pouvez respirer l'air de la nuit. Et tard dans la nuit aussi, si votre imagination y est suffisamment longtemps, vous pourrez percevoir le cri stridulent de l'engoulevent. Et si vous avez un regard perçant, vous allez pouvoir les voir peut-être faire des piquets dans le ciel. Et les voir également faire des piquets dans le ciel parce qu'ils ont repéré une nuée de moustiques. Ils sont très friands de ces moustiques
qui apparaissent au début du printemps, ou quand c'est pas tout à fait l'été, comme entre deux saisons. Et avec leur bec, ils les avalent goulûment et ils reprennent leur piqué, reprennent leur plongée en poussant des cris d'allégresse. Parce qu'essayez d'imaginer ce que ça peut être de survoler une ville la nuit, une ville illuminée, et que vous êtes entouré, de nourriture volante, et que vous avez une aisance à vous fondre avec des poches d'air, que vous êtes devenu vous-même un appel d'air, et où les bestioles s'offrent à vous dans un holocauste de jouissance. Mais vous êtes de retour dans la pièce. Vous êtes de retour dans la pièce par l'esprit, par l'imagination. Et vous vous dites, il faut que je m'active. Je ne peux pas être un flemmard. Je ne peux pas m'adonner sans arrêt à la méditation créatrice. D'imaginer sans cesse des choses où je ne suis pas là. D'imaginer des choses, je vous raconte quelque chose. J'étais un enfant, vous vous en doutez bien, à l'imagination débridée. Et vraisemblablement, je n'ai pas su tourner le dos à cette enfance rêveuse. Alors enfant, m'arrivait de petit enfant de décorer, comme je présume que tous les enfants le faisaient, m'arrivait de découper des étoiles de mer, de découper des poissons, et de les coller sur le mur. Et ce que je faisais après, je me couchais sur le sol de ma chambre et j'imaginais que j'entreprenais un voyage à travers l'océan. Et que dans ma quête océanique, je croisais des cachalots, je croisais des calmars géants, que je me prenais les mains après les tentacules de pieuvre et qu'elles me servaient de parachute, et que je pouvais choir sur le fond, sur le sol sableux de la mer, et que je pouvais recueillir des oursins, que je pouvais recueillir des poissons-raies, que je pouvais recueillir aussi, non pas les recueillir, mais les voir frôler en rase-motte des requins marteaux. Mais cet univers était un univers et je pouvais littéralement, j'avais cette capacité, enfant, d'imaginer que je pouvais me promener partout sur la Terre. Je pense que la poésie, c'est une de ses caractéristiques, de nous permettre d'accéder à une autre partie de nous-mêmes, qui est une partie immergée, une partie qui est là, qui recueille des choses, inlassablement, sans s'en apercevoir. Des petites choses ténues, des petites choses insignifiantes, mais qui nous sont si essentielles. La trompette de Miles Davis. Charlie Parker, A Love Supreme. Cette pièce presque qui remonte à l'Afrique lointaine, hein, et qui est à la fois une incantation religieuse, qui est à la fois
un chant d'amour à l'univers. Je pense que nous ne sommes pas assez nombreux pour aimer follement ce monde. Et je pense que notre amour doit devenir quelque chose. Il y a trop d'esprit chagrin. Il y a trop d'esprit chagrin qui se grattent les bobos, s'arrachent les gales à l'âme, qui se scarifient le cœur. Trop d'esprit chagrin qui ont une sombre volupté à être malheureux. Une jouissance à être malheureux. Et qu'il nous faut affirmer avec détermination notre... Est-ce que je braque la caméra? On va-tu la voir? Oh non, non! Vous avez entendu? Oh non, oh non! Eh oui, mes effets spéciaux sont plutôt limités, il va sans dire, mais je suis content quand dans les vidéos survient quelque chose d'imprévu, comme ce « Ah non, ah non! » Ouais, ben vous avez compris, c'est la fille de Léa, c'est ma belle-fille, qui, une jeune adulte, m'arrive, tenez, on va parler d'elle, je vais conclure là-dessus. Elle n'a pas 20 ans, elle va avoir 20 ans. Moi, j'ai l'âge que j'ai, n'est-ce pas? Et j'imagine, parce que ça c'est quelque chose, je la regarde, je vois ses préoccupations, je vois ce qui l'intéresse, je vois comment la marche de la désillusion, elle ne doit pas trop l'entreprendre tout de suite. C'est important de garder des réserves d'enthousiasme et des réserves d'illusion sur la vie, que les choses devraient être comme ça, elles ne devraient pas être comme ça. Bon. Et il me plaît, je ne fais pas juste imaginer que je suis un engoulevent avalant des mannes, je suis aussi capable d'imaginer comment va-t-elle penser à moi dans 60 ans, quand j'aurai disparu de tous les écrans inimaginables, peut-être chez mes jeunes amis qui seront rendus des vieillards chenus à la peau parcheminée et presque même au bord de l'effacement. Est-ce qu'ils vont avoir une petite pensée, ces amis, ou Léa va-t-elle avoir une petite pensée pour ce beau-père qui a croisé sa vie et qui, d'une certaine manière, a eu une certaine importance, il va s'en dire. Est-ce qu'elle va se rappeler que j'ai été le grand amour de sa mère, par exemple? Est-ce qu'elle aura du respect pour feu, ce grand amour réduit en cendres vivantes dans la mémoire? Va-t-elle se souvenir de, de, de mon humour absurde, de, de ma joie de vivre, de mon égalité d'humeur? C'est sans doute peut-être ma plus grande qualité. Je suis toujours la même humeur. Il m'arrive des fois d'être tristounet. C'est une petite variation ici, mais qui ne va jamais, qui ne dure jamais très longtemps. Il suffit que je lise quelques pages de poésie ou une page d'un de mes écrivains préférés et le, la magie de la lecture, la magie d'entrer dans l'imaginaire de quelqu'un d'autre opère presque immédiatement. Alors, est-ce que Léa, je nourris ce genre de pensée-là depuis quelque temps? Quand elle aura 80 ans, en 2081, et est-ce qu'elle... Et que moi, je ne serai plus là déjà depuis un bon moment. J'aurais été dans la pièce. Je serais rendu définitivement dans la pièce à côté. Et peut-être que je serais définitivement couché sur le sol
en train de m'agripper après une baleine bleue et de frayer mon chemin dans le très vaste univers qui n'aura pas cessé de s'agrandir selon ce que nous en disent les astrophysiciens. Est-ce qu'elle va penser à quelle sorte d'homme j'étais au fond? Et que je ne suis plus là. Est-ce que le faisceau de mon existence va se dilater, va s'épanouir dans sa mémoire? Vous voyez, c'est le genre de questions que je me pose. C'est ce qu'apporte la méditation aussi, des réflexions qui nous changent au comment de la politique, de l'économie, de la pandémie, de toutes ces choses ennuyeuses au fond. D'imaginer cette adolescente rendue elle-même dans le grand âge. Est-ce qu'elle aura une pensée pour ce vieux fou qu'elle aura côtoyé pendant sa jeunesse? Et puis ça l'étonne aussi que je fasse des vidéos tous les soirs. Hein? Et ça l'étonne beaucoup. Ah, est-ce que elle m'interroge tout à fait? Elle ne me demande jamais sur quoi ça porte. C'est une jeune adulte. Vous doutez bien que tous les livres qu'il y a dans la maison, de me voir lire aussi parfois à voix haute pour pratiquer le poème, elle doit trouver ça très étrange. Ouais, ben c'est ça. Voilà aujourd'hui, je prends phonographie à témoin. Je me donne toujours au moins 2 heures de lecture par jour. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Par contre, quand la vidéo va être terminée, je peux vous avouer, je suis en train de lire quelque chose. Je ne suis pas sûr que je vais vous en parler parce que je suis tenaillé. Je lis un tome du journal de Renaud Camus, celui de 2017, où il s'était présenté, où en fait, il avait voulu se présenter sur la liste de Marine Le Pen. Vous voyez tout de suite, le ton est donné. Et Renaud Camus, bon, c'est le fameux théoricien de la remplaçabilité des peuples, hein, quand nous sommes en train de remplacer un autre peuple par un autre. Bon. Et il campe définitivement à droite, mais c'est un râleur de premier niveau qui écrit dans une langue assez somptueuse. Il est mécontent. Il vit dans un château, hein, je veux dire. Il vit dans un château, on me dit qu'il vend en moyenne, et il vit dans un château qui lui est prêté. Ce que j'ai cru comprendre, peut-être gère, mais bon, qu'il vit dans un château qui lui est prêté par un de ses amis mécènes. Alors voilà, déjà, qu'il y a des mécènes qui offrent un château à un auteur, on est déjà dans un autre univers. On n'imagine pas, en tout cas au Québec, on n'imagine pas une pareille entreprise de mécénat. On n'imagine pas ça. Oui, il y a des mentors pour le monde des affaires. Ça, le monde des affaires, des mentors, tout ça. Les dragons, les salamandres, et même les couleuvres, tout ça, frais ensemble avec un égal bonheur. Mais un mécène, pour un type qui écrit son journal, ou qui se promène en France et qui décrit des villes, des villages, qui photographie des châteaux, qui est accroché désespérément à un monde, et qui le dit, à un monde qui disparaît, qui s'évanouit sous ses yeux, et qu'il tente par l'écriture de retenir coûte que coûte. Une espèce de mélancolie forcenée. Et un passéiste têtu et opiniâtre
Et, mais tout ça dans une langue impeccable. Alors, je suis obligé d'admettre que j'éprouve une sorte de jouissance à sa lecture. Et je n'irai pas. Je suis content de m'abriter derrière la poésie de Denise Levertov, parce que je pense que je ne souhaiterais pas m'exposer davantage en disant benoîtement lire Renaud Camus. Je craindrais de, de me faire anathamiser. Je craindrais être vilipendé. Alors, je reste quoi? Je reste... Ben déjà, j'en ai trop dit pour dire que je suis allusif. Mais, mais c'est assez... en fait, c'est assez stimulant comme lecture. Je dois le dire. Et en plus, il est en fait, d'une culture. Ça, c'est quoi la culture? C'est pas un bien qu'on acquiert, la culture, n'est-ce pas? On peut pas dire, ah, il a de la culture. Ouais, il a de la bédaine, il a de l'entre-gens, il a une belle voiture, il a beaucoup de cheveux. Mais il a de la culture, c'est pas ça. On est un être de culture. On est un être de culture, c'est pas un avoir, ça relève de l'être. Alors, il faudrait dire que il est un être de culture. Voilà, si on voulait parler de quelqu'un qui n'a que pour préoccupation que l'usage du beau, du bon et du vrai, alors oui, on pourrait dire simplement, non pas qu'il a de la culture, mais que c'est un être de culture. Voilà. Alors lui, c'est un être de culture jusqu'au bout des doigts. C'est ahurissant, ça. Mais aussi, je suis allé un peu baguenauder sur son mur, sur sa page, sur, sur son espace virtuel. Et il a pour projet de faire un livre ou un ensemble de carnets sur la folie de la bibliothèque, de tous les livres qui existent, de tous les livres qu'il a envie de lire. Et ça, c'est un projet en cours. C'est évident que si le livre existait déjà, qui était sous sa forme imprimée, sans aucun doute, je m'en serais porté acquéreur euh, dans les minutes qui suivent. Mais c'est un projet. Alors, je suis bien curieux de savoir ce qu'il va nous dire sur, sur l'effet des bibliothèques, sur ce que c'est que finalement sa fringale, en fait c'est plus qu'une fringale, son incroyable boulimie de livres. Je serais très très curieux d'entendre ce qu'il a à nous dire là-dessus. Alors je pensais que la vidéo durait, je m'étais dit ce soir en ouvrant ma webcam, si je suis capable de tenir le coup sans être trop ennuyeux pendant 10 minutes, je vais me juger satisfait. Et bien finalement, je m'approche du 30 minutes. Comme quoi, n'est-ce pas? Mais encore là, ce soir, je peux vous confier que je vous ai dit des choses que je ne pensais pas lorsque j'ai mis en marche la webcam. Alors, je ne m'attendais pas du tout à vous parler de moi, enfant, couché sur le dos, en train d'imaginer que je me promenais dans les profondeurs marines. Alors non, et que c'est un exercice que je faisais assez souvent. Et curieusement, l'adulte que je suis devenu, l'adulte mûr que je suis devenu, je, je prends plaisir à me rappeler mes rêveries d'enfance. C'est comme une dernière chose que je tiens à vous dire aussi. Et j'ai toujours su, là je vais vous parler un peu d'amour très rapidement. J'ai toujours su, j'ai posé la question à Fabienne dernièrement. Est-ce qu'un enfant peut porter en lui, est-ce qu'un enfant peut être enceint de
de l'amour qu'il vivra adulte. Est-ce qu'un enfant peut pressentir, porter en lui quelque chose qu'il sait qu'il va advenir dans sa vie adulte? Par exemple, euh, Fabienne, parce que Fabienne aussi, c'est une grande enfant, là. Je l'ai attendue toute ma vie. Ben, j'ai eu des choses dans ma vie. Je suis pas resté immobile. Je suis pas je suis pas une créature empaillée qui attendait que le taxidermiste de l'amour euh, lui enlève la paille dans son corps. Je suis un être de vie, de chair et de sang. Mais cette plénitude, mais l'enfant, il le savait, lui. Il le savait que j'étais enceinte, un enfant enceinte de l'amour. Est-ce que c'est possible? Je lui ai posé la question, je me la pose aussi parce que j'ai tellement attendu, et là maintenant, depuis qu'elle est là, il faut quand même le dire, j'ai de temps à autre des moments d'extase. Ouais. Des moments où je marche sur la rue et je trouve absolument incroyable d'exister, d'être là, de profiter de la lumière. Et ces épousailles, je dirais que ces épousailles cosmiques, il me semble les avoir portées en moi pendant très, 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 très longtemps. Et parfois, dans des moments de découragement rares, je me dis non, c'est peut-être pas aujourd'hui que cet amour-là va advenir. Mais demain, il ne faut pas que je cède aujourd'hui parce que demain, peut-être, ça va y être. Et en décembre 2014, là, j'ai compris. Et là, j'ai compris que ce moment-là, que je portais en moi, parce que c'est cette chose-là que je portais en moi, est-ce que je pouvais enfin être enceint de Fabienne? Est-ce qu'un enfant peut être enceint d'un amour qu'il vivra adulte? Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Vous êtes-vous revu, petite fille, petit garçon, avec le cœur rempli d'espérance, en sachant qu'une fois adulte, puis peut-être même adulte, eh ben vous rencontreriez enfin cet amour-là que vous aviez en vous, et que vous avez su, malgré les aléas de l'existence, malgré les mésaventures, malgré les déceptions, malgré le poids existentiel, que vous avez su préserver. Voilà, c'est là-dessus que je vous quitte. Voilà. C'est tout. À demain. Ça fait 4 mois aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça fait 4 mois. Je devais... Le couvre-feu, de toute façon, on croit comprendre qui va s'étirer sans doute, peut-être pour la fête nationale, peut-être notre premier ministre va nous offrir de nous libérer d'une partie importante des mesures sanitaires pour que nous, enfin, célébrions notre saint patronyme dont la tête a été coupée. C'est vivre dangereusement que d'avoir un saint patronyme comme celui-là. Alors peut-être serons-nous enfin libérés un peu. Alors je continue, mais c'est sûr que le premier soir du déconfinement, sans doute, je vais aller me promener tard dans la nuit. Peut-être, ne sait-on jamais. Ou je vais retourner dans ma lecture de l'atrabilaire Renaud Camus. Merci. Bonne nuit, à demain.